Salut à tous, nous sommes le mercredi 12 novembre 2025 et notre ami Max Blumenthal est avec nous. Bon retour parmi nous, Max. Ravi de te voir, Nima. Veuillez vous abonner, cliquer sur le bouton j'aime et suivre Max sur sa chaîne YouTube, The Grey Zone. Vous pouvez également le suivre sur son site web, Grey Zone News. Alors Max, je voudrais commencer par ton dernier article sur ton site. Il porte sur la petite amie de Kash Patel et le procès intenté contre ce podcasteur d'extrême droite. On dirait que Kash Patel prend les choses personnellement. Comment va-t-il influencer le processus? Que se passe-t-il avec Chutbami et Septipam Lois? Eh bien, ça fait partie du thème plus large que nous allons aborder aujourd'hui. La base MAGA, la base conservatrice et surtout la base militante jeune du Parti républicain, qui se révolte ouvertement contre la direction du parti et contre l'administration Trump en raison de l'influence israélienne sur Trump et son entourage, y compris son directeur du FBI. En décembre 2024, alors qu'il cherchait à obtenir la faveur d'Israël pour garantir sa nomination et sa confirmation en tant que directeur du FBI, il a déclaré dans une interview sur Fox News que l'Amérique devait donner la priorité à Israël. Ainsi, Kash Patel a connu plusieurs mois très difficiles en tant que directeur du FBI. Des mois historiquement mauvais pour tout directeur du FBI. Tout a vraiment commencé en juillet, lorsque le FBI a signé un mémo avec le département de la justice recommandant de ne pas publier les dossiers Epstein. Et Trump était évidemment très anxieux à propos de ce qui pourrait ressortir des dossiers Epstein. Aujourd'hui, les démocrates de la Chambre ont publié de nouveaux courriels de Jeffrey Epstein, montrant que Donald Trump savait apparemment qu'Epstein abusait de jeunes femmes. Et souvenez-vous, Virginia Giuffre, qui s'est ensuite suicidée, accuse dans son nouveau livre Ehud Barak, un ancien premier ministre, de l'avoir violemment maltraité. Virginia Giuffre a rencontré Jeffrey Epstein par l'intermédiaire du cercle de Donald Trump à Mar-a-Lago. Trump était donc nerveux à ce sujet. Kash Patel a mis un frein au dossier Epstein. Mais Kash Patel avait bâti sa réputation auprès de la base MAGA sur la promesse d'une divulgation massive. Les dossiers Epstein, la liste complète des clients, les dossiers JFK et les documents révélant le complot de l'État profond contre Donald Trump. Et il a créé une fondation appelée Fight with Kash, censée intenter des procès punitifs contre tous les ennemis de l'État profond de Donald Trump. La base pensait donc, oh, nous allons éliminer tous ces pourris du FBI et de la CIA, nous allons découvrir qui a tué JFK et nous allons mettre au jour ce vaste réseau de trafic sexuel d'enfants. Puis Kash, dans l'un de ses premiers grands gestes, a tout arrêté, avec Pam Bondi, qui affirmait avoir sur son bureau les noms de centaines de victimes de Jeffrey Epstein. Depuis 2019, Kash Patel vivait avec un homme à Las Vegas dans des circonstances très mystérieuses. Mark Muldoon, un escroc notoire spécialisé dans les multipropriétés et donateur républicain, qui résidait dans une communauté fermée très huppée. Kash Patel vit dans sa maison depuis 2019. Ils ont voyagé ensemble en Écosse. Lorsque Kash Patel commence à émerger comme une figure majeure dans le monde de Trump, il rencontre cette jeune aspirante chanteuse country, Alexis Wilkins, d'environ 20 ans sa cadette, qui travaillait également dans un endroit appelé PragerU, un organe de propagande pro-israélien, se présentant comme un institut de formation au leadership conservateur. Et cet organisme est dirigé par, je sais que ça peut sembler confus maintenant, mais cela vous aidera à comprendre ces procès, une certaine Marissa Strait, elle-même ancienne agente du renseignement israélien de l'unité Wheel 200. Ainsi, Alexis Wilkins arrive en tant qu'influenceuse. D'une manière ou d'une autre, elle entre en contact avec Kash Patel. Lorsqu'il devient directeur du FBI, leur relation est révélée
et elle se retrouve sous les projecteurs à ses côtés, bien qu'ils ne soient pas mariés. Elle se fait en quelque sorte passer pour sa compagne, ou l'est réellement. Et la foule en ligne, en colère du mouvement MAGA, America First, commence à élaborer une théorie selon laquelle Alexis Wilkins serait en réalité un appât du Mossad. Ils affirment qu'elle est liée au Mossad, parce que selon eux, PragGRU serait une couverture du renseignement israélien mise à la disposition de Kash Patel pour le manipuler, obtenir les secrets de l'Amérique et s'assurer qu'il ne divulgue pas les dossiers Epstein, puisque Jeffrey Epstein semble lui-même avoir été un agent du Mossad. Et il existe de solides raisons de considérer Jeffrey Epstein comme un agent du Mossad. Je ne sais rien à propos d'Alexis Wilkins, et j'ai trouvé cette théorie du complot plutôt amusante et révélatrice de la colère de la droite face à la trahison totale de Trump, à celle de Kash Patel et à propos d'Epstein. Puis, la situation empire encore après que Charlie Kirk est blessé par balle. Charlie Kirk est blessé et Kash Patel est surpris en train de faire ce qu'il a toujours fait pendant son mandat, fréquenter les élites et faire la fête. Il se trouvait dans l'un des restaurants les plus exclusifs de l'Upper East Side à Manhattan, appelé Rouse, lorsque Charlie Kirk a été blessé. Charlie Kirk était censé être son ami de longue date. Et depuis le restaurant, pendant le dîner, Kash Patel tweet « Le sujet est en garde à vue ». Le FBI affirmait avoir arrêté le suspect. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé le sujet immédiatement. Il s'est avéré qu'il ne l'avait pas arrêté. Puis il a dit « Le sujet a été relâché », sans fournir d'autres informations. Normalement, ce genre de choses serait géré par les porte-paroles du FBI lors de conférences de presse après un examen très attentif. Mais Kash Patel tweet cela pendant le dîner. Il perd la confiance de nombreuses personnes au sein du FBI et de l'administration Trump. Et à partir de là, les choses continuent de se détériorer. Un ancien agent du FBI, nommé Kyle Seraphin, un agent ultra-conservateur, proche du mouvement MAGA, révèle que Kash Patel utilise son jet privé pour s'envoler à des rendez-vous galants avec sa petite amie. Il s'est rendu en Pennsylvanie pour la voir chanter l'hymne national lors d'un événement de catch professionnel. Et que fait Kash Patel? Il licencie le vétéran du FBI qui était responsable de leur flotte de jets, ceux utilisés pour les enquêtes d'urgence, comme lorsqu'un enfant disparaît. Puis, il fait pression sur les sites de suivi de vol en ligne qui surveillent son jet afin qu'il cesse de le suivre. Voilà quelle a été sa réaction. Puis j'ai appris qu'il déposait ses poursuites contre des podcasteurs par l'intermédiaire du directeur de sa fondation, qui est aussi son avocat personnel, Jesse Binnell. Donc, Kash Patel ne s'en prend pas à l'état profond. Il s'en prend au podcasteur America First, comme Elijah Schaffer, quelqu'un qui contribuait à façonner le récit du mouvement pro-Trump pendant l'ère Biden. Il s'attaque à la propre base de soutien de Trump. Pourquoi? Parce qu'ils ont plaisanté sur le fait que sa petite amie serait un appât du Mossad. Et par l'intermédiaire de la présidente du cabinet d'avocats de sa fondation, Alexis Wilkins, il poursuit ces personnes, Elijah Schaffer, Kyle Seraphin et quelqu'un nommé Sam Parker, pour 5 millions de dollars chacun, pour avoir insinué qu'elle serait un appât du Mossad. Et il est évident que cela vient de Kash Patel. Donc, vous avez un haut responsable du gouvernement, le principal policier de Trump, le chef du FBI, en gros, ce vaste réseau national de police et de renseignement, qui utilise sa petite amie comme intermédiaire pour cibler des podcasteurs de droite qui en réalité n'ont presque pas d'argent, en les frappant avec des procès énormes. C'est une menace gigantesque pour le premier amendement aux États-Unis. Et le procès contre Elijah Schaffer, en fait, environ un quart de celui-ci, concerne ses opinions personnelles sur Israël et l'influence israélienne aux États-Unis. Donc, ce n'est même pas à propos de la petite amie.
ce qui signifie qu'il dépasse le cadre d'un différend personnel pour en faire une affaire politique liée à ses opinions. Poursuivre des gens simplement parce qu'ils critiquent Israël. Et ça devrait être un énorme scandale. C'est déjà un énorme scandale au sein de la base de droite et en ligne. Mais les grands médias américains étaient au courant de ces procès depuis longtemps. Je veux dire, ils en avaient connaissance depuis plusieurs jours. Et si vous cherchez des reportages à ce sujet, il n'y a en gros que de petits extraits, sans contexte, qui ont à peine suscité la moindre attention. Ce n'est que lorsque j'ai rapporté cela en détail que je suis allé voir l'avocat d'Elijah Schaffer, puis celui de Kash Patel, et que j'ai commencé à développer l'affaire, que cela a vraiment éclaté pour devenir le grand scandale que c'est aujourd'hui. Et cela alimente le conflit. Cela contribue à attiser le conflit que nous voyons à droite au sujet de l'influence israélienne, qui divise complètement la droite. Oui, exactement. Voir Mark Levin et Ben Shapiro attaquer Tucker Carlson. Ils veulent annuler Tucker Carlson. Pourquoi donc? Tu sais, Mark Levin a décidé de ne pas débattre avec Tucker Carlson à TPUSA. Oui, pourquoi donc? S'il est préoccupé, s'il a un argument à défendre, pourquoi n'essaie-t-il pas de communiquer ou de débattre de son point de vue avec Tucker Carlson? Eh bien, c'est pour la même raison que ces figures refusent de débattre avec moi. Elles perdraient. Mark Levin serait exposé devant ce qui est censé être sa propre base. Il se ferait huer. Le public serait entièrement du côté de Tucker Carlson. L'autre raison, c'est qu'il ne doit pas y avoir de débat. Dans le monde de Mark Levin et de Ben Shapiro, les organisations de droite comme TPUSA, qui sont liées à la direction du Parti républicain et représentent en gros le conservatisme incorporé, sont contrôlées par leurs donateurs, par la classe des donateurs, composée en grande partie de milliardaires sionistes, juifs et chrétiens. Il ne peut donc pas y avoir de débat, car s'il y en avait un, certaines vérités dérangeantes s'y glisseraient et commenceraient à ouvrir les yeux de la jeunesse, la base du mouvement conservateur. C'est pourquoi cela a été si scandaleux lorsque Charlie Kirk a autorisé le débat entre l'humoriste Dave Smith et Josh Hammer, l'un des principaux porte-voix de Netanyahou dans les médias américains, lors de la conférence TUSA en juillet dernier. Cela n'était pas censé se produire. On n'avait jamais vu cela auparavant dans les organisations conservatrices. Ainsi, Tucker Carlson a rapporté à Mark Levin dans une série de messages. Mark Levin étant un autre des principaux propagandistes de Netanyahou sur Fox News, qu'il y avait cette proposition de débat. Et Mark Levin a répondu « Je ne ferai jamais ça. Tu es répugnant. » Tucker Carlson l'a traité de lâche, ce qu'il est. Et cela a pratiquement clos l'affaire. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de marché des idées où l'influence israélienne serait discutée au sein de la droite. Ce que l'équipe de Mark Levin entend faire, ce n'est pas de répondre à l'opinion ou à l'avenir du mouvement conservateur, c'est-à-dire les conservateurs de moins de 40 ans, mais d'exercer le pouvoir de la classe des donateurs, de la classe des milliardaires sionistes, afin de faire taire ce débat. Et c'est exactement ce qu'ils viennent de faire à la Heritage Foundation, le groupe de réflexion le plus important et le plus influent lié au Parti républicain. Wenaftakunan, où le président Kevin Roberts avait lancé un appel à un débat et défendu Tucker Carlson après qu'il a invité Nick Fuentes. Kevin Roberts a ensuite été soumis à 2 heures d'humiliation rituelle de la part de son personnel et menacé par des donateurs. L'un d'eux a même menacé de retirer $500 000. Et cela a divisé le groupe de réflexion le plus important du mouvement conservateur. Le président revenant essentiellement sur tout ce qu'il avait dit en défense du débat et déclarant qu'il regrettait d'avoir défendu Tucker Carlson.
C'est très clair. Dans la mesure où il existe une base conservatrice, il est très clair pour tous qu'elle considère que la direction est essentiellement artificielle, choisie par les donateurs à travers un processus antidémocratique, et qu'elle a perdu toute crédibilité. Mais la manière dont la coalition de George W. Bush, néoconservatrice, républicaine libérale, la coalition centriste, pro-guerre de Nikki Haley, Marco Rubio, Mark Levine, Dick Cheney, va tenter de reprendre le contrôle, c'est par sa capacité à imposer le contrôle des donateurs. Et à cet égard, ils sont en train de gagner. Pour des personnes comme Megyn Kelly, Mark Levin, Ben Shapiro et même Tucker Carlson, c'est qui TPUSA? Pense-t-il vraiment que ce mouvement va représenter l'avenir du Parti républicain? TPUSA n'est pas vraiment un mouvement, mais ils sont capables d'organiser ces extravagances dignes du Super Bowl parce qu'ils ont énormément d'argent. Sans Charlie Kirk comme figure de proue charismatique, ils n'ont pas vraiment de personnalité convaincante directement affiliée à l'organisation. Ce qu'ils ont, en revanche, c'est une série d'escrocs cupides menant une entreprise très lucrative, amassant des sommes considérables sur le dos de Charlie Kirk et les faisant transiter par une série de LLC pour dissimuler soit les donateurs, soit le montant de leur propre rémunération. Également via une série de pseudo-organisations à but non lucratif sans employés, afin de se verser des salaires faramineux. Je veux dire, c'est quelque chose qui se produisait déjà quand Charlie Kirk était là. Mais maintenant, il ressemble à un navire fantôme, très rentable. Ils ont nommé la femme de Charlie Kirk, Erika Kirk, au poste de PDG afin de pouvoir continuer à profiter de la notoriété de son nom. Mais lors de tous leurs grands événements, ils doivent remplir les sièges en faisant venir des personnalités MAGA très influentes et célèbres. Que ce soit J.D. Vance ou plus récemment Eric et Lara Trump. Qui d'autres ont-ils eu? Glenn Beck. Et c'est ce qu'ils doivent faire pour remplir la salle, ce qui justifie leur propre salaire, car cela donne l'impression qu'ils accomplissent quelque chose d'important. Il faut aussi dire que ces événements inscrivent beaucoup de gens au Parti républicain. Mais aucun de ces intervenants n'égale Tucker Carlson. Quand Tucker Carlson est sur scène, ils sont assurés de remplir l'événement et de générer beaucoup de couverture médiatique. Et c'est pourquoi, peu importe à quel point Tucker Carlson devient controversé, TPUSA doit le garder à bord. Et pour Tucker Carlson, peu importe à quel point il veut être controversé ou combien d'attaques il doit endurer, il peut à peu près dire ce qu'il veut, tout en conservant sa crédibilité en tant qu'influenceur conservateur majeur qui fait avancer le Parti républicain, tant qu'il garde ce lien avec TPUSA. Tucker Carlson va prendre la parole lors de la grande conférence de TPUSA en décembre, et je pense que ce sera un moment déterminant, car il fera face à de nombreuses attaques. Il y a eu beaucoup de pression pour qu'il lui retire sa carte. Mais continuera-t-il à intervenir lors de leurs événements en 2026? C'est la question. Je sais qu'il y a de la pression venant de certaines sections locales de TPUSA pour annuler la venue de Tucker Carlson, en particulier de la part de certains présidents de sections plus sionistes qui sont davantage sous l'influence de la faction pro-israélienne. Comment voit-il J.D. Vance, Max? Parce que nous avons eu J.D. Vance qui a pris la parole à TPUSA, et l'un des jeunes dans le public lui a demandé « Pourquoi soutenons-nous Israël s'ils ne sont pas si bienveillants envers nous et qu'ils veulent contrôler la politique étrangère des États-Unis? Quel est le sens de soutenir Israël ?» Il a essayé de répondre de manière politique, mais ensuite, nous avons vu les sionistes attaquer J.D. Vance. Alors, qui est J.D. Vance pour Israël, et que pense-t-il vraiment de lui?
Eh bien, le contexte ici est que lors de ces événements de Tepéussa, de jeunes membres des Groypers, le mouvement qui suit Nick Fuentes, qui sont anti-Israël d'un point de vue America First, et également assez antisémites, sectaires sur le plan religieux, ont infiltré le public avec leurs membres et ont mis au défi ces personnalités MAGA de premier plan, y compris Eric Trump. L'un d'eux a demandé à Eric Trump, « Ton père reçoit essentiellement 230 millions de dollars de pots de vin d'Israël. Comment peux-tu te dire America First ?» Les réponses d'Eric Trump, de Glenn Beck ou de J.D. Vance sont assez pathétiques. Ils ne sont manifestement pas passionnés par la cause pro-israélienne et semblent embarrassés. Ils n'ont tout simplement pas l'habitude de recevoir ce genre de questions, car ils ne les entendent jamais sur Fox News. J.D. Vance a en réalité effrayé l'élite sioniste qui contrôle le Parti républicain sur ces questions, avec sa réponse à un jeune Groyper qu'il a interrogé sur le nettoyage ethnique à Gaza et a déclaré « Les Juifs ne sont pas nos alliés ». Il n'a même pas remis en cause l'idée de nettoyage ethnique à Gaza. J.D. Vance n'est tout simplement pas personnellement très passionné par Israël. J.D. Vance is not actually personally very passionate about Israel. You could tell actually when he went to Israel. On pouvait le voir en fait, quand il est allé en Israël en tant que gardien, pour essayer de maintenir l'élan et de faire respecter ce cessez-le-feu fragile inauguré par Trump. J.D. Vance n'a pas embrassé le mur. Il n'est pas allé au mur occidental cette fois. Il s'est retrouvé en conflit avec la Knesset israélienne, qui a adopté une résolution appelant à l'annexion de la Cisjordanie, et J.D. Vance a qualifié cela de stupide. Mais en même temps, regardez qui tire les ficelles de J.D. Vance. C'est la mafia PayPal, Peter Thiel et ses seigneurs de la technologie sioniste qui ont contribué à propulser sa carrière. Et il a ses intermédiaires au sein du Parti républicain, incroyablement pro-israélien, comme Arthur Schwartz. Alors, quelle direction J.D. Vance va-t-il prendre? Il n'y a aucun moyen de tracer une voie médiane. J.D. Vance a essayé de se présenter comme une sorte de modéré, quelqu'un de réaliste en matière de politique étrangère. Mais on ne peut pas tracer de voie médiane dans le Parti républicain d'aujourd'hui, pas avec la prépondérance du pouvoir détenu par ses donateurs sionistes comme Adelson, Bernard Marcus et Ike Perlmutter. Sur la question de l'Iran ou du conflit israélo-palestinien, il n'y a pas de terrain d'entente possible. Soit on est totalement avec eux, soit on est comme Tucker Carlson, totalement contre eux. Et Tucker Carlson, d'ailleurs, est un ami de J.D. Vance, c'est de notoriété publique. Donc, si J.D. Vance essaie d'emprunter une voie menant à une solution à deux États, ou quelque chose qui semble modéré, les sionistes le verront comme un ennemi et tenteront de l'empêcher de remporter l'investiture de 2028. Et c'est là qu'intervient Marco Rubio. Marco Rubio est entièrement de leur côté. C'est une créature du lobby pro-israélien dont la carrière a été financée et soutenue par Paul Singer. Paul Singer est en quelque sorte son macro, le capitaliste vautour d'Elliott Capital Management, farouchement pro-israélien. Ainsi, Marco Rubio emmènera cette classe de donateurs avec lui contre J.D. Vance, à moins que J.D. Vance ne se soumette et n'obéisse. Comment voyez-vous le rôle de Tulsi Gabbard? Nous savons qu'elle essayait d'évaluer le dossier Epstein, ou peut-être la situation de Charlie Kirk, mais elle a été ignorée. Y a-t-il des différences? De l'extérieur, il semble qu'il y ait des fractures, des divergences au sein de l'administration Trump. Comment voyez-vous la différence entre Kash Patel et Tulsi Gabbard? Eh bien, Tulsi Gabbard n'a aucune influence. Je veux dire, on l'écarte des réunions. Elle a été exclue des principaux briefings sur le programme nucléaire iranien pendant la période précédant la guerre de 12 jours, que Trump reconnaît désormais avoir personnellement autorisé.
Après que Rubio a annoncé qui préside le Conseil de sécurité nationale, qui le dirige et qui est secrétaire d'État, ils ont déclaré qu'Israël avait agi unilatéralement. Mais Trump a maintenant dit « Non, nous avons autorisé Israël à le faire. Au passage, venez négocier avec nous. » Tulsi Gabbard a été tenue à l'écart de toutes les réunions importantes. Elle est directrice du renseignement national, mais il me semble qu'elle a été instrumentalisée. On s'est servi d'elle pour faire campagne pour Trump en tant qu'ancienne démocrate, afin de dire « J'ai vu le mal du Parti démocrate et Donald Trump a raison. » C'est une personne charismatique, avec une présence imposante et un parcours impressionnant. Et maintenant qu'elle fait partie de l'administration, elle peut faire bien peu pour contrer les rouages de la machine de guerre néoconservatrice, qui dispose désormais du plus grand et du plus avancé des porte-avions américains, l'USS Gerald Ford, stationné dans les Caraïbes, prêt à attaquer le Venezuela. Tulsi Gabbard a joué un rôle important dans le déclenchement de cette démonstration de force militaire par une tromperie liée au renseignement, que je considère comme la supercherie des armes de destruction massive de la guerre de Trump contre le Venezuela. Elle a déclaré que Nicolás Maduro, le président du Venezuela, dirigeait en réalité ce gang vénézuélien en grande partie vaincu, le Tren de Aragua, et qu'il l'utilisait pour envahir les États-Unis à travers l'invasion migratoire. C'était la version de Trump pendant la campagne. Et c'est le fondement de la désignation par l'administration Trump de Nicolás Maduro et du gouvernement vénézuélien comme narco-terroristes, ce qui justifie cette guerre. Tulsi Gabbard a contredit un rapport de renseignement américain déclassifié qui concluait que Maduro n'avait aucun lien avec le Tren de Aragua et n'y était pas impliqué. En réalité, ses forces de sécurité le combattaient. Elle a renvoyé les 2 agents ou chercheurs du renseignement américain qui avaient rédigé ce rapport afin de préparer le terrain pour cette désignation fallacieuse du Venezuela comme narco-terroriste, ce qui sert à justifier le meurtre de personnes sur des bateaux de pêche dans les Caraïbes et pourrait bientôt servir de prétexte à des frappes à l'intérieur du Venezuela. C'est donc quelqu'un qui s'était personnellement opposé à l'attaque américaine contre le Venezuela, avait critiqué les sanctions américaines contre ce pays et s'était fait connaître en condamnant les menaces américaines contre l'Iran ainsi que la guerre menée par les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Royaume-Uni au Yémen. Elle a désormais renié tout ce qu'elle avait dit afin d'occuper ce poste sous Trump, poste dans lequel elle est tenue à l'écart des réunions clés. Et cela me semble très peu principiel. Dans le cas du Venezuela, l'objectif principal, Max, au Venezuela, le problème, ce sont le pétrole et les ressources du Venezuela. Parce que si c'est bien cela, les États-Unis pourraient simplement conclure un contrat. Je ne sais pas, le Venezuela serait prêt à vendre son pétrole aux États-Unis. Mais il semble que Donald Trump veuille quelque chose au-delà de cela. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif principal au Venezuela? Nous savons que Tulsi Gabbard, comme tu l'as mentionné, a déclaré que le changement de régime ne profiterait pas aux États-Unis. L'histoire nous l'enseigne. Mais comme tu l'as dit, elle est totalement en dehors du cercle des décideurs à Washington. Le président colombien Gustavo Petro, qui a été personnellement sanctionné par Trump pour avoir critiqué le meurtre de citoyens colombiens par l'armée américaine dans la mer des Caraïbes, a récemment déclaré que Trump cherchait à détourner l'attention des dossiers Epstein et qu'un réseau de pédophiles utilisait l'armée américaine pour dissimuler ses propres crimes. C'est peut-être cela. Il y a aussi une composante idéologique. Marco Rubio et le complexe industriel des Gusanos, dans le sud de la Floride, sont obsédés par le changement de régime au Venezuela. Ils veulent le contrôle. Ils veulent utiliser l'Amérique et l'armée américaine ainsi que ses membres pour les aider à reprendre le pouvoir dans les pays qui les ont expulsés parce qu'ils constituaient une classe parasitaire. Il y a cela aussi.
Et Donald Trump veut sécuriser la Floride comme base pour le contrôle électoral national du Parti républicain. Je veux dire, la Floride semble déjà être un État solidement républicain. Je ne suis donc pas sûr du rôle que cela jouera en 2028, ni pourquoi Trump a besoin de faire cela. Mais au fond, ce que pour Trump, c'est quelque chose de transactionnel. C'est toujours une question d'avidité, de pure avidité. Il pense pouvoir s'emparer des ressources du Venezuela. Maria Corina Machado est la dirigeante de facto de l'opposition vénézuélienne. Et elle est responsable, oui, un type sans expérience académique. Je ne sais pas s'il donne un cours sur la planification de coup d'État ou quoi, mais cela donne une idée du genre d'endroit qu'il a accueilli. Elle a promis d'ouvrir les côtes du Venezuela aux promoteurs, d'accorder des contrats à des hommes d'affaires américains, de privatiser le secteur pétrolier et de céder les minerais du Venezuela. Dans un discours vraiment étrange, où elle semblait être une sorte de concierge d'entreprises multinationales au service de la richesse du pays. Et le FMI a tenu des réunions avec des banques internationales au sujet du pillage du Venezuela. Mais si Trump lance ses frappes et commence à affaiblir l'armée vénézuélienne sur plusieurs semaines et mois, le Venezuela sera déstabilisé. Il y aura une crise migratoire. Il pourrait même y avoir une sorte de guerre civile. Et ce n'est pas vraiment le genre d'environnement dans lequel un expert en gestion des risques vous conseillerait d'investir. Donc vous savez, si vous envisagez de piller le Venezuela et que vous regardez ceci en ce moment, payez-moi en tant qu'expert en gestion des risques pour vous dire que cela ne va pas très bien se passer. Vos contrats ne vont pas être, ce ne sera pas un très bon investissement. Et il y a ces personnages louches et douteux proches de Trump qui ont travaillé à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration, créant différentes sociétés de conseil pour essayer de décrocher des contrats le lendemain de Maduro. L'une d'elles s'appelle Javelin Advisors. Une autre, qui n'existe plus, avait été fondée par le chef de l'équipe de sécurité de Trump et s'appelait Global Governance. Je veux dire, ils allaient dans tout Washington en invitant des hommes d'affaires fortunés issus des entreprises de construction et de forage pétrolier à leur verser, disons, $16 000 par mois, $6 000 par mois, autant qu'ils pouvaient réunir, afin de garantir qu'ils obtiendraient des contrats le lendemain. Et cela ne s'est pas produit. Je veux dire, cela dure depuis des années, et ils se font simplement arnaquer. Donc je ne pense pas... Enfin, est-ce que les États-Unis ont fait baisser les prix du pétrole en volant le pétrole irakien lors d'une opération qui s'appelait à l'origine Operation Iraqi Liberation, et que l'administration Bush a dû renommer parce que c'était trop évident? Ont-ils réussi à sortir le pétrole de Syrie? Je veux dire, ils ont détruit l'économie syrienne, mais la plupart du pétrole est parti sur le marché noir. Et Donald Trump s'en est publiquement plaint. Je ne pense pas qu'ils réussiront à sortir le pétrole du Venezuela non plus. Et pendant qu'on en parle, et tant que cela me vient à l'esprit, une autre motivation ici pour Trump et pour les gens du Conseil de sécurité nationale, ainsi que pour l'establishment démocrate de la politique étrangère, est que Lukoil et d'autres compagnies pétrolières russes soutenues par l'État ont d'importants investissements dans la ceinture pétrolière de l'Orénoque au Venezuela. Les États-Unis voient donc cela comme un moyen d'affaiblir la Russie et son économie, ainsi que de réduire l'influence chinoise dans l'hémisphère occidental, puisque le Venezuela a demandé à devenir membre des BRICS. Il adorerait en faire partie. Ils ont en réalité été bloqués par Lula da Silva, qui de manière pathétique et insensée a invité l'Argentine à la fin de l'administration Fernandez-Kirchner. Et ensuite, peu de temps après, Javier Milei est élu et il se retire des BRICS. C'était un autre geste de Lula pour affaiblir le Venezuela. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles il pourrait vouloir faire cela.
mais je ne vois pas ce qu'il pourrait réellement accomplir, à part la déstabilisation, la migration massive et la guerre civile. En réalité, ce que Lula a fait est incroyable. Il est vraiment préoccupé en ce moment. Beaucoup de gens s'inquiètent de la situation au Venezuela, Max, car ils savent que tout ce qui se passe au Venezuela aura un impact direct sur le Brésil, et pas seulement sur le Brésil, mais sur tous les pays d'Amérique latine. La Colombie, en particulier. Je veux dire, la Colombie sera déstabilisée. Et il y a les FARC, des guérilleros de gauche alignés avec Maduro à la frontière, qui ont juré de défendre le Venezuela. Cela pourrait donc déstabiliser tout le sous-continent. Et oui, cela se répercutera sur le territoire brésilien. Les États-Unis ne s'en préoccupent pas, surtout maintenant que le Brésil et la Colombie ont des présidents de gauche. Now, Scofor, l'administration Trump serait ravie de déstabiliser leur pays. Max, je me souviens quand Donald Trump est apparu pour la première fois sur la scène politique, en tant que candidat à la présidence. Le moment décisif, si je me souviens bien, c'est lorsqu'il parlait de la guerre en Irak. Il y était opposé. Et chaque fois qu'il s'exprimait, il affirmait être contre l'establishment aux États-Unis. Mais en regardant ce qui s'est passé avec le prix Nobel de la paix et la rhétorique de l'administration Trump, tous deux allant dans la même direction, vers un changement de régime au Venezuela, peut-on tracer une ligne entre Donald Trump et l'establishment américain, ou bien sont-ils devenus la même chose? Je veux dire, l'administration Trump s'est imposée comme la force dominante au sein du Parti républicain, ce qui signifie que Trump en est le chef, ou du moins le visage, de l'une des deux mafias politiques dirigeantes aux États-Unis, à un moment de faiblesse presque sans précédent du Parti démocrate. Donald Trump a subi de lourdes pertes lors des élections de mardi dernier, et cela s'explique par le fait que le public américain souffre de la crise du coût de la vie. Pendant que Donald Trump organise des événements sur le thème de Gatsby dans sa résidence de Mar-a-Lago, il vient également de rendre impossible la déclaration d'impôts en ligne gratuite aux États-Unis, après avoir reçu un don d'1 million de dollars d'une société de services fiscaux qui fait payer les gens pour remplir leurs impôts en ligne. Je veux dire, c'est de la corruption incontrôlée à tous les niveaux. Sa promesse était de faire baisser les prix et il a rallié une partie du public américain qui aurait pu voter pour un démocrate, y compris quelqu'un comme Bernie Sanders, parce que ces gens se soucient simplement de ce qu'on appelle les questions du quotidien. Mais au sein de la base républicaine, la base dure de Trump, les partisans du mouvement MAGA, ceux qui se sont soulevés le 6 janvier, ils s'attendaient à une guerre totale contre l'État profond. Au lieu de cela, ce qu'ils obtiennent, c'est un retour du néoconservatisme et des plus grands fantasmes de Dick Cheney. Je veux dire, Donald Trump a promu John Bolton, le fier artisan de coup d'État autoproclamé, tandis que Trump réalisait le rêve de Bolton de mener une guerre contre le Venezuela. La question d'Israël est un problème que les médias américains refusent de reconnaître. Elle prend une importance démesurée parmi les jeunes membres de la base MAGA, incarnant en quelque sorte la trahison et la compromission de Donald Trump et du mouvement America First, l'idée qu'il serait sous le contrôle d'un pays étranger. Donc, c'est fini. Tout le concept de rendre sa grandeur à l'Amérique, les casquettes rouges et les promesses de Donald Trump de mettre fin aux guerres et d'être un président de la paix, sa prétention à mériter le prix Nobel de la paix, tout cela s'est révélé être une vaste imposture pour quiconque y prête attention. Mais il reste encore une partie du pays qui fait confiance à Donald Trump et croit en tout ce qu'il fait. Is doing, there just may not be
Il se peut simplement qu'ils ne soient pas assez nombreux pour constituer la pluralité nécessaire afin d'assurer la victoire de votre successeur, J.D. Vance. Quelqu'un qui n'a pas le même charisme que Trump, qui ne bénéficie pas de la même notoriété nationale, ni du même parcours personnel, qui n'était pas une star de la télévision, ni le propriétaire, vous savez, de franchises de football, ni connu à New York pour posséder des immeubles luxueux plaqués or. Je ne pense pas que l'avenir de leur mouvement soit prometteur. Mais tout cela se résume vraiment à certaines questions que les médias américains ne veulent pas aborder. Et je pense que nous en avons parlé pendant les 40 dernières minutes environ. Tous ceux qui regardent cela comprennent la force de ces questions aux États-Unis en ce moment. Mais très peu de politiciens américains en parlent. Je dirais que deux d'entre eux sont Thomas Massie et Marjorie Taylor Greene. Eux, ils ont compris. Ils viennent de la base républicaine de droite. Ils étaient des figures du mouvement MAGA. Et maintenant, ils sont attaqués par le réseau politique de Donald Trump et par Israël. Thomas Massie affronte un adversaire financé à hauteur de 20 millions de dollars par la belliciste israélienne du Likoud, Miriam Adelson. Marjorie Taylor Greene fait face à des menaces similaires dans sa circonscription en Géorgie. Cela montre à quel point Donald Trump s'est vendu, car ces personnalités, selon moi, expriment l'esprit et l'idéologie originelle de l'America First, lorsque Donald Trump est apparu sur le devant de la scène. Oui, il attaquait Rand Paul à propos de ses commentaires sur le Venezuela. D'accord. Tu sais, il faisait littéralement partie des rares républicains qui ont soutenu Donald Trump pendant l'affaire du Russiagate, et il s'en fiche complètement. Oui, et je veux dire l'Ukraine aussi. Donald Trump avait promis la paix en Ukraine. Il avait promis de résoudre le problème en une journée. Bien sûr, il n'allait pas pouvoir le faire, mais il a montré très peu de cohérence à ce sujet, aucune patience pour la négociation. Et depuis la rencontre en Alaska avec Poutine, il s'est rangé du côté de la faction de Lindsey Graham au sein du Parti républicain et réarme l'Ukraine, alors même que celle-ci continue de perdre du territoire. Donc, il ne reste rien. Il ne reste littéralement rien des promesses de Donald Trump d'être différent des politiciens dont nous sommes affligés à cause de notre duopole reptilien. L'autre cas, c'est la Syrie. Nous avons eu Al-Jolani Al-Shara venant aux États-Unis, parlant et rencontrant Donald Trump. Alors, quelle est la politique des États-Unis, Max, en ce qui concerne la Syrie? Parce que Donald Trump parlait de retirer les troupes de Syrie, et maintenant, il en envoie là-bas. Oui, j'ai écrit ce livre, La gestion de la sauvagerie. Il est sorti en 2019 et il a tout prédit de ce qui se passe aujourd'hui. Le sous-titre est « Comment l'État de sécurité national américain a alimenté la montée d'Al-Qaïda, de l'État islamique et de Donald Trump ». Et maintenant, le fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda, ancien chef adjoint de l'État islamique, a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche et a obtenu une interview amicale sur Fox News. Je veux dire, de combien de preuves supplémentaires avez-vous besoin pour confirmer ma thèse, qui a été violemment attaquée non seulement par les néoconservateurs, mais aussi par des gens de gauche, comme Owen Jones, Mehdi Hassan et ce type de drop site. Comment s'appelle-t-il déjà? J'oublie toujours son nom. Mais, vous savez, j'ai toujours été attaqué par eux à cause de ce que je disais sur la Syrie. Et maintenant, tout revient à la maison, littéralement à la maison. Le fondateur d'Al-Qaïda est dans le bureau ovale. Et c'est parce qu'il a toujours été là pour offrir aux États-Unis ce qu'ils voulaient en Syrie. La dissolution de la Syrie en tant que dernier État arabe indépendant et fort, avec une armée autonome et sans dette envers le FMI. Al-Shara a également rencontré le FMI et même joué au basket avec des dirigeants militaires américains. Et l'armée américaine
obtiendra une présence à Damas. Mais il n'y a pas que l'armée américaine qui y est présente. Le Mossad y est aussi. Les services de renseignement israéliens sont simplement entrés à Damas et ont récupéré les effets personnels de l'ancien espion du Mossad, Eli Cohen, l'espion qui avait infiltré la direction syrienne pendant la guerre de 67 et coûté d'innombrables vies syriennes avant d'être exécuté. Ils sont simplement entrés sans rencontrer de résistance. Voilà la réalité de la Syrie aujourd'hui. J'ai entendu de sources syriennes que les services de renseignement israéliens sont installés en permanence au Sheraton de Damas. Donald Trump, d'ailleurs, avait promis de retirer l'armée américaine du nord-est de la Syrie. Mais la Syrie va désormais devenir une base pour les États-Unis. Et pourquoi y sont-ils? À cause de l'Iran. C'est une cause commune entre les forces sunnites Takfiri d'Al-Shara, les États-Unis et Israël. Neutraliser l'Iran en tant que menace pour Israël et en tant que puissance régionale. Et tout cela, je pouvais facilement le prévoir dans mon livre, car j'y retraçais toute l'histoire du soutien des États-Unis à Al-Qaïda, depuis l'intervention de 1969 en Afghanistan jusqu'aux guerres par procuration en Bosnie, en Libye et en Afghanistan. Nous y voilà. Comment cela est-il arrivé? Est-ce que quelqu'un se demande comment cela se produit? Y a-t-il le moindre doute que les services de renseignement américains ont soutenu ces organisations depuis le début pour aboutir précisément à ce résultat? Et que cela sera une catastrophe pour la région? Non, mais j'ai dû subir attaque après attaque pour l'avoir dit trop tôt. Je pense que la pire chose que l'on puisse faire aux États-Unis, le pays le plus imprégné de propagande au monde, c'est d'avoir raison trop tôt. On peut parler de la CIA et de ce qu'elle faisait il y a 40 ou 50 ans dans le New York Times, mais on ne peut pas parler de ce qu'elle fait aujourd'hui, ni des conséquences que cela aura. Avant de conclure, Max, puisque nous parlons de la Syrie, penses-tu qu'il y ait des signes indiquant qu'Israël pourrait attaquer le Hezbollah et que les États-Unis pourraient attaquer l'Iran? Crois-tu qu'il existe des preuves allant dans ce sens, ou nous dirigeons-nous vers de nouveaux conflits au Moyen-Orient? Eh bien, je pense que nous devons partir du principe qu'Israël attaque actuellement le Hezbollah. Il bombarde le sud du Liban chaque jour depuis 2 semaines. Vont-ils lancer une invasion terrestre? Vont-ils envoyer des chars dans le sud du Liban, même de manière limitée? J'en doute, car les unités militaires israéliennes sont en désordre après Gaza, et les soldats israéliens sont payés des sommes énormes simplement pour rester sur le terrain. Les réservistes israéliens gagnent plus d'argent que le travailleur israélien moyen ne gagne en travaillant très dur chaque mois. Ils passent d'une unité à l'autre, et les unités ne conservent plus la même cohésion. Le public israélien est épuisé après 2 ans de génocide. Donc, je pense que ce que nous allons voir, c'est une sorte d'opération de tonte de la pelouse contre le sud du Liban, sans aucun égard pour le cessez-le-feu avec le Hezbollah. Les médias israéliens ont indiqué que la raison pour laquelle Israël n'a pas cherché à cibler Naïm Qassem, le secrétaire général du Hezbollah qui a remplacé Nasrallah, est qu'il ne souhaite pas que le conflit atteigne un niveau qui pousserait le Hezbollah à réagir. Ils estiment que le Hezbollah dispose encore d'environ 20 000 roquettes et missiles, capables de causer des dégâts considérables dans le nord d'Israël. Ce qui mettrait en péril l'avenir politique de Benjamin Netanyahou à un moment où la population israélienne aspire à un retour à une certaine normalité. Nous assistons donc à une stratégie de tonte de la pelouse. Le concept de guerre entre les guerres, conçu par Benny Gantz lorsqu'il était chef d'état-major de l'armée israélienne. Cela signifie la guerre pour la population du sud du Liban, mais pas pour Israël. Cela mènera-t-il à une guerre avec l'Iran? Quel sera le point de déclenchement?
with Iran, what will be the trigger point. I think Iran has established enough deterrence. Je pense que l'Iran a établi une dissuasion suffisante pour amener Israël à y réfléchir à 2 fois. Mais en même temps, Benjamin Netanyahou a montré qu'il considère son héritage comme incomplet tant qu'il n'a pas obtenu un changement de régime en Iran. Et Donald Trump a laissé entendre à Netanyahou qu'il pouvait inciter ou provoquer les États-Unis à attaquer l'Iran simplement en attaquant lui-même l'Iran à un moment donné. C'est donc un scénario dangereux, et nous devrions nous attendre à une reprise du conflit à un moment donné, ce n'est pas une prédiction, mais je pense que le moment le plus probable pour une reprise de la guerre avec l'Iran serait avant les élections de mi-mandat. Après les résultats de mardi dernier, Donald Trump ne s'attend pas à de très bons résultats. Et Netanyahou verrait Trump comme affaibli et moins enclin à se lancer dans une guerre politiquement périlleuse avec l'Iran si Trump subissait une lourde défaite aux élections de mi-mandat. Juste avant de conclure. C'était juste avant que nous terminions. Le dernier était juste avant que nous terminions. Je sais, je me sens bouclé. Ça devient une vidéo d'otage, Nima. Mais Max, l'élection municipale à New York soulevait beaucoup de questions. Qui est Zohran Mamdani et pourquoi est-il important? Parce que d'un côté, on voit des gens s'opposer à lui. Les sionistes investissent plus de 100 millions de dollars pour le contrer. De l'autre, on voit le fils de George Soros le soutenir d'une certaine manière. Qui est Zohran Mamdani et qu'est-ce que cela signifie pour la situation en Israël et à Gaza? Si cela pouvait être une sorte de... C'est une grande question. J'ai essayé d'y répondre lors de nos diffusions en direct sur The Grey Zone et nous en avons parlé, je crois, la semaine dernière. Nous verrons qui est Zohran Mamdani. Il dit qu'il a l'intention de faire arrêter Benjamin Netanyahou parce que New York respectera et appliquera le droit international. Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Rappelez-vous, Netanyahou a ordonné les frappes aériennes pour tuer Hassan Nasrallah depuis sa chambre d'hôtel à New York, où les a approuvées, et il approuvait des frappes aériennes sur le Liban pendant un voyage à New York. C'est donc significatif. Nous verrons s'il met cela à exécution. New York a massivement investi dans les obligations israéliennes, ce qui signifie que les employés municipaux de New York ont leur retraite liée à ces obligations, qui ont été dégradées 2 fois depuis le début du génocide. Ce sont des obligations de qualité inférieure. Il devrait s'en débarrasser. Le fera-t-il? Il a déjà maintenu en poste la commissaire de la police de New York, Jessica Tisch, une ultra-sioniste, qui a contribué à renforcer la relation du NYPD avec l'État israélien par le biais de leur bureau de liaison à Kfar Saba, en Israël. Se débarrassera-t-il de ce bureau de liaison? Je me moque de la rhétorique. Je me moque des photos avec Alex Soros. Je savais qu'il avait une relation avec Soros. L'un de ses principaux conseillers, Patrick Gaspard, était l'ancien directeur de la fondation de Soros. Tout cela est bien connu. Mais il doit joindre le geste à la parole. Et cela signifie passer à l'action. Et il sera mis à l'épreuve, car cette députée new-yorkaise, complètement cinglée, son nom est quelque chose comme Aina Verlekova, j'oublie son nom, s'est rendue à des événements publics en portant un drapeau israélien en guise de jupe. C'est une fanatique absolue, une vraie Koudnik. Elle a annoncé qu'elle inviterait Netanyahou à New York le premier jour du mandat de Mamdani. Donc, ils vont le mettre à l'épreuve, et nous verrons bien. Oui, merci beaucoup, Max. Je suis juste, tu es un otage. Mais c'est toujours un grand plaisir, Max, de te parler et d'apprendre de toi. Notre public apprécie vraiment tes analyses et ta manière d'essayer de ne pas prendre parti, de rester au centre et d'aller droit au but.
Well, Eh bien, merci Nima. Vous traitez très bien vos otages. Quelle hospité remarquable. great hospitality. Merci Max. Très bien. Take Prends soin de toi.